Bonsoir tout le monde. Merci Christophe je te félicite pour ton courage d'organiser une soirée comme ça. Je viens de loin, je viens de l'Espagne. Mon accent peut-être va être un peu tonnant, mais enfin, j'espère que vous allez me comprendre. Par définition, la définition du PRP, c'est tout bête. C'est un petit volume de plasma qui contient plus de plaquettes que le sang périphérique. C'est simple comme ça. Et il ne faut pas plus, il ne faut pas aller plus loin. On parle un peu de l'histoire. Vous savez, ce sont les dentistes qui ont commencé à travailler avec ça il y a longtemps, dans les années 90. Ils ont commencé aux États-Unis, il y en avait 3. Il y avait Mars, il y avait Whitman, il y avait Edward Anitra qui est de Victoria. Peut-être ils avaient de mauvais résultats avec ces dents, ils avaient besoin d'améliorer ces résultats. Et c'est eux qui nous ont appris aux chirurgiens orthopédistes à en utiliser. Maintenant, c'est la mode par le PRP. Mais le premier facteur de croissance a été décrit par Rita Levi-Montalcini dans les années 40. Et puis Stanley Cohen a découvert le deuxième facteur de croissance. Ils ont reçu le prix Nobel en 1982. 30 ans plus tard, sa découverte. Puis dans les années 70 et 80, il y a des colles de fibrine, des gels de fibrine qui sont développés. On les utilisait pour provoquer la coagulation, pour faire comme une colle dans la chirurgie. Et puis c'est dans les années 90 qu'on a commencé à parler de facteur de croissance de la régénération tissulaire. Comme je disais tout à l'heure, c'est Whitman, Mars et Anitra qui ont parlé de ça plus ou moins à la même époque. Puis en 2000, Anitra m'a convaincu qu'il fallait utiliser ça à cause d'une maladie compliquée que j'avais. J'avais eu un excellent résultat et je commençais à faire la recherche avec lui. Et la première publication, ça fait 10 ans déjà. En 2003, on a publié 2 articles. Et depuis, on a fait beaucoup de recherches, beaucoup de publications que vous connaissez plus ou moins tous. On doit se poser, quand on parle de PRP, 3 questions. Pourquoi un chirurgien doit utiliser, ou un médecin du sport, doit utiliser le facteur de croissance pour traiter ses patients? La deuxième question, c'est quel système il faut utiliser, quelles sont les caractéristiques du PRP idéal. Et finalement, le plus important des trois questions, c'est comment il faut utiliser ces PRP. On peut assurer sans aucun doute que le point faible dans la réparation des tissus de nos malades, c'est la qualité du tissu même. On a, surtout au niveau tendineux, on a des tendons, un tissu très dégénéré, avec peu de cellules, et seulement une action mécanique ne pourra pas aboutir à un bon résultat toujours. Et la question qu'on se pose, c'est si on peut améliorer nos résultats en utilisant des stratégies biologiques comme les facteurs de croissance. Il est bien connu, les facteurs de croissance se trouvent dans les granules alpha des plaquettes. Mais quand on concentre les plaquettes, on concentre des centaines de protéines. On concentre aussi les membranes cellulaires, les membranes plaquettaires qui ont une action biologique très importante. On ne connaît pas du tout les interactions entre toutes ces centaines de protéines. Et on mélange tout, on met tout ensemble. En plus, il faut savoir, il y a certains facteurs de croissance qui se trouvent dans les granules alpha des plaquettes, mais il y en a d'autres qui sont plasmatiques. Ça veut dire, si on concentre les plaquettes, beaucoup les plaquettes, on peut casser, on peut rompre un équilibre entre le facteur plaquettaire et le facteur plasmatique. Et le résultat ne sera pas le même du point de vue biologique. Et en plus des plaquettes, on met la fibrine. Ce caillot qui se forme à partir du fibrinogène, c'est le meilleur biomatériel qu'on puisse connaître, qui existe. Et la fibrine aussi a un effet biologique très important au niveau cellulaire. Son mécanisme d'action d'un facteur de croissance est très, très simple. Il se fixe sur un récepteur de membrane. Il y a un signal qui se produit au niveau de la membrane, qui traverse la cellule et atteint le noyau, et la cellule répond. Elle peut se multiplier ou synthétiser une protéine ou même mourir, comme vous allez voir tout à l'heure. On a tout ça, tous ces phénomènes cellulaires, on les a étudiés au labo de Victoria, dans le groupe de recherche. Et surtout, on a étudié les mécanismes fondamentaux cellulaires. Le plus important, c'est la multiplication d'une cellule. Une cellule qui est au repos reçoit un signal, un ordre de se multiplier. Elle répond toute bête, puis elle se multiplie, on a d'un coup 2 cellules. Mais sous une action externe, on peut avoir l'effet contraire. On peut avoir une mort cellulaire comme vous voyez ici. C'est l'apoptose d'une cellule qui est aussi réglée par le facteur de croissance. Si on compare deux cultures, à gauche, c'est une culture contrôle, à droite, avec le facteur de croissance, et on filme tout ça pendant 24 heures, vous allez voir la différence du nombre de mitoses qui se produisent pendant une journée entière.
on a le plus de double, le double de mitose à droite quand on a mis du PRP qu'à gauche dans la culture contrôle. Il y a un autre phénomène qui est très important pour la régénération des tissus, qui est la migration cellulaire. On fait la même chose, on pose une barrière, on enlève la barrière, il y a la cellule qui commence à bouger. À gauche, c'est le contrôle, à droite, c'est du PRP. Ça, ce phénomène de migration cellulaire est très important quand on a un tissu dégénéré avec des cellules malades, avec peu de cellules. Il faut que les cellules viennent d'autre part pour réparer, pour régénérer le tissu. En plus, on a beaucoup étudié d'autres phénomènes comme l'angiogénèse, l'effet antifibrotique, la synthèse de collagène et surtout l'effet anti-inflammatoire des plaquettes. Dans une deuxième phase, on a fait beaucoup de chirurgie expérimentale et on a utilisé le mouton comme animal d'expérimentation. Ça, c'est un de nos premiers travaux. On a injecté les tendons d'Achille d'une patte de mouton avec du sérum physiologique et l'autre patte avec des facteurs de croissance. Quand on ouvrait après les tendons, on voyait ici, c'est la patte avec du sérum physiologique, il n'y avait aucun changement macroscopique. Tandis qu'ici, les pattes injectées avec facteurs de croissance du plasma avaient une grosse prolifération de la synoviale, une angiogénèse, et vous voyez un tissu qui saigne, qui est beaucoup plus important, plus grand qu'à gauche. Quand on prend des biopsies, on voit la même chose. À droite, c'est le contrôle, c'est l'aspect d'un tendon normal avec peu de cellules, aucun vaisseau à l'intérieur du tendon. À gauche, vous voyez tous les noyaux. Ici, tous les noyaux à l'intérieur du tendon et surtout tous les vaisseaux qui se trouvent à l'intérieur d'un tendon. Rien à voir avec la biopsie de droite. On a dû apprendre comment il fallait injecter le PRP. Et on a vu, on atteint le plasma avec du bleu méthylène, on injecte le tendon. On a vu qu'en changeant le diamètre de l'aiguille, la seringue, la direction de l'infiltration, il y a le plasma qui diffusait de façon très différente à l'intérieur du tendon. Ça, on a fait avec d'autres tissus. Ici, vous avez un ménisque. Si on injecte sur le mur méniscal, il faut utiliser des seringues de petit calibre, des seringues d'un cc d'insuline pour augmenter la pression. Il y a le plasma qui diffuse, la fibrine teinte en bleu, qui diffuse entre les fibres de collagène du ménisque. Vous voyez qu'on peut arriver à injecter du plasma au niveau de la portion blanche du ménisque. Alors ça peut changer. On a des signaux cellulaires ici aussi qui vont attirer des cellules à coloniser cette partie. On va améliorer les résultats d'une suture méniscale, par exemple. Bon, au labo, on a de bons résultats. Au niveau du mouton aussi, on a eu une bonne réponse tissulaire. Et là, la question qu'on se pose, quel système il faut choisir? Tous les systèmes viennent, on prend un petit volume de sang, un centrifuge, avec des vitesses différentes suivant des méthodes commerciales. Et puis on sépare en trois fractions, on a le plasma, la couche blanche et la couche rouge. Dans les années 90, il n'y avait que 3 systèmes dans le marché. Maintenant, on en a plus de 50. Et la question qu'on se pose, c'est si on parle du même produit. Parce qu'on nous montre des appareils très jolis, avec des noms très attirants, avec des acronymes que personne ne sait ce qu'ils veulent dire. Nous, on ne sait pas si on parle de la même chose, mais moi je suis sûr qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Les PRP ne sont pas un produit unique. Par exemple, ces 2 photos, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils traitent une tendinopathie du tendon chronique du tendon calcanéen. À gauche, on injecte un produit jaune sous contrôle échographique, à droite, un produit rouge au pif. Et je ne parle pas lequel est le meilleur de deux. Le seul truc que je dis, c'est le résultat biologique, il est impossible qu'il soit le même. Sur le résultat biologique, l'action biologique va être différente. Au début, en 2000-2001, quand on a commencé à travailler sur ça, je me posais la même question. Je lui demandais à Anitoine, mais quel est le nombre de plaquettes idéal? Si on met plus de plaquettes, c'est mieux. Il ne faut pas mettre beaucoup, il faut mettre moins. Alors on a fait une étude très, très bien, très jolie. Un de ces 4, c'est moi, l'autre c'est Anitoine. C'est des médecins qui travaillaient à l'EPRP. Si vous voyez le nombre de plaquettes est très différent entre les 4. Celui-là, c'est lui qui a le plus de plaquettes, presque le double de celui-là. Des facteurs de croissance plaquettaire, évidemment, il en a plus.
mais celui-ci en bleu, c'est l'IGF-1, c'est un facteur plasmatique. Comme il ne dépend pas du nombre de plaquettes, il en a beaucoup moins. Quand on cultive des ténocytes avec ces plasmas, on a vu celui qui avait le plus de plaquettes qui multiplie le moins de ténocytes. Donc il n'y a pas que les plaquettes, il n'y a pas que le nombre de plaquettes qui est important dans la régénération des tissus. On a des malades qui ne veulent pas guérir. Ça, c'est un mauvais résultat. C'est une fille qui a eu une fracture ouverte de jambe. Elle se fait traiter dans un autre hôpital. On nous l'a envoyée parce qu'elle avait une ulcère qu'ils n'arrivaient pas à la faire fermer. On a mis du plasma plusieurs fois et on a eu un mauvais résultat. On a réussi que ça. Elle a diminué un petit peu le diamètre de l'ulcère, mais on n'a pas réussi à soigner cette malade. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré le taux de facteurs de croissance d'un groupe de femmes de son âge. Et voilà, certains des facteurs de croissance, ça c'est plaquettaire en bleu, en plasmatique. Si on comparait au nombre de facteurs de croissance de cette fille, elle en avait beaucoup moins. Autant de facteurs plaquettaires, mais surtout de facteurs plasmatiques. Et là, un mauvais cocktail de facteurs de croissance, et là, une mauvaise réponse biologique. Alors, en conclusion, nous on a conclu à Vitoria qu'il ne fallait pas un plasma avec beaucoup de plaquettes. Avec autour de 500-600 000 plaquettes, c'est le taux idéal. Il faut enlever sans discussion les leucocytes. Et il faut activer le plasma avec du chlorure de calcium et jamais à la thrombine. Il n'y a pas que nous qui disons là maintenant qu'il ne faut pas trop de plaquettes. Il y a des publications qui disent, lui, il a prouvé que si on a plus de 1 million de plaquettes, le résultat est tout à fait différent et on a moins de multiplication cellulaire qu'avec moins. Nous, on a publié aussi en 2006 une étude où on concentrait un peu plus les plaquettes. On avait une mauvaise réponse quand on comparait à une concentration moyenne de plaquettes. Et pourquoi enlever les leucocytes? Parce que c'est la source de métalloprotéinase qui dégrade le tissu. Le leucocyte augmente l'inflammation tissulaire et en plus produisent une fibrinolyse. Nous, on provoque un caillot, la coagulation du sang, pour avoir une éponge de facteur de croissance. On n'a pas besoin qu'il se produise une fibrinolyse trop précoce. Et en plus, il n'y a aucun changement du point de vue bactériologique. Là, bon, j'arrête un tout petit peu pour faire quelques remarques là. Il y a un chemin très long à parcourir depuis l'intuition jusqu'à avoir une évidence scientifique. Et ce chemin est trop long. Nous, on est au milieu de ce chemin. On a encore plus de questions que de réponses. On ne sait pas le nombre idéal de plaquettes. On ne sait pas s'ils sont si mauvais que ça, le leucocytes. On ne sait pas les doses. Combien de fois il faut mettre les plaquettes? Tous les combien de temps? Comme je disais tout à l'heure, il y a une grande confusion avec le terme PRP. Les PRP sont différents en quantité et en qualité. Je vous rappelle, produit jaune versus produit rouge. Le PRP n'est pas un produit magique. Il y a parfois des médecins qui disent bon, j'opère plus ou moins bien, je mets PRP, ça va aller bien. Pas du tout. On fait des études très bien construites, très bien posées du point de vue méthodologique, mais ils ne savent pas utiliser le PRP. Alors, la conclusion pour traiter une tendinopathie chronique d'un tendon d'Achille, c'est le PRP ne marche pas. Mais la question est, on peut soigner une maladie quelconque chronique avec une seule dose de n'importe quel médicament. Si vous voyez cette ulcère, c'est une femme qui a 90 ans. Elle a pris une fracture de cheville, on lui a levé le plâtre, elle avait cette ulcère au niveau du côté externe, le malade externe. On n'a pas réussi ce résultat avec une seule dose, une seule application d'un produit. Il faut répéter les applications. Un autre article qui parle de mauvais résultats pour la réparation d'un côté rotateur. Mais il est impossible d'avoir un bon résultat en mettant un petit caillot comme celui-ci. C'est comme un petit poids qui est posé entre le tendon et l'os. Avoir un résultat comme ça, ce serait un miracle. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas la science, c'est ça. En conclusion, il faut bien connaître le produit qu'on utilise, le produit qu'on a dans nos mains. Il faut bien connaître le protocole d'administration. Il faut bien savoir la fréquence et combien de fois, il faut poser au début combien de fois on va appliquer le produit. Et il faut bien savoir, il y a des malades qu'on ne va pas réussir à les soigner. Il ne faut pas promettre à un malade qu'en utilisant un PRP, on aura toujours un bon résultat. Bon, je continue, je parle un peu du muscle, et comme ça va aller plus vite.
Le muscle, c'est peut-être le tissu qui répond le mieux au traitement avec le PRP. On a fait des cultures de cellules musculaires, tout le pool de cellules musculaires en culture, et on a vu qu'au bout de 5 jours, on avait des myotubes au niveau du labo. Ça allait très très vite, le PRP. On a fait, pour les moutons, on s'inquiétait si on allait avoir des effets iatrogènes comme myosite, ossification musculaire ou autre, ou fibrose. Bon, on a fait, avec les moutons, on a fait provoquer des lésions musculaires. On atteint aussi le plasma en bleu pour voir comment il diffuse dans le muscle. Et les résultats connus, on n'a jamais eu de problème au niveau musculaire, jamais un effet secondaire mauvais. Et en plus, on avait une bien meilleure régénération du muscle quand on utilisait du PRP. On a étudié en ajoutant du bleu méthylène au plasma, comment il diffusait dans le muscle le PRP. Vous voyez dans les coupes longitudinales, on injecte à un endroit où c'est comme une éponge le muscle. Dans les coupes transversales, vous voyez les fibres musculaires qui sont entourées par le plasma terre en bleu. Il y a le sarcolème de toutes ces fibres musculaires qui étaient entourées de plasma. Toutes les cellules satellites sont stimulées à la fois. C'est pour ça, ça explique le bon résultat du point de vue musculaire. Comment on traite les muscles? On localise, on fait un diagnostic à l'IRM, à l'école on localise l'hématome s'il existe, et cet hématome, il faut le vider. On le fait toujours sous contrôle échographique, il ne faut jamais faire au pif. Il faut savoir où elle est la pointe de l'aiguille, et si on a bien vidé l'hématome. Une fois qu'il est vide, on injecte le PRP, il faut injecter au niveau de la lésion, mais il faut injecter au niveau du tissu sain. C'est des signaux cellulaires, il faut stimuler les cellules saines. Si on met du plasma là où il n'y a pas de cellules, on aura un effet chémotactique évident, mais le résultat est bien meilleur si on stimule les cellules saines autour de la lésion. Il faut stimuler, il faut injecter aussi les aponevroses entre les fascicules, parce que c'est là qu'il y a le plus de cellules. C'est là qu'il y a les canaux vasculaires, tous les péricytes. Vous voyez dans cette vidéo, on fait le diagnostic. Voilà la lésion musculaire, on suit l'aiguille, on essaie de vider le petit hématome. Vous avez là, il faut toujours contrôler, parce que parfois il y a des vaisseaux, parfois on peut injecter un vaisseau sans vouloir. Il faut bien savoir où est la pointe de l'aiguille, toujours. Voilà le plasma, on voit bien comment il rentre le plasma. Alors on met au niveau de la lésion, et une fois qu'on a rempli la lésion de plasma, il faut traverser la lésion, aller dans le muscle sain autour, injecter du plasma ici, injecter de l'autre côté, injecter dans la l'aponevrose. Une semaine après, on fait un contrôle échographique. Si le malade a encore mal et l'image n'est pas bonne, on refait l'infiltration de PRP. Vous voyez qu'à la fin de l'infiltration, on a une lésion plus importante qu'au début, parce qu'on a fait un nouvel hématome il va se former un caillot de couleur jaune avec beaucoup de protéines et sans leucocytes. Voilà un cas, c'est une lésion de grade 2, l'hydro-antérieur, une lésion myo-faciale, 2 injections de PRP, 3 semaines après, voilà le résultat. Dans les coupes coronales, vous voyez ici la lésion, vous voyez le résultat, il y a une régénération, une réparation complète du muscle au bout de 3 semaines. Il y a très peu de publications de très mauvaise qualité sur les lésions musculaires. Il est difficile de faire des essais cliniques au niveau du muscle. Après on pourra parler pourquoi. Mais ça, c'est la première fois qu'on a parlé de ça, c'était à la FOS de Helsinki en 2003, il y a 10 ans presque. Et on a présenté le résultat de 16 sportifs professionnels de football et basket. Il y a quelques autres papiers qui ont été publiés avec un niveau scientifique pas trop bon, parce que c'est compliqué de faire au niveau des muscles. Et là, la semaine dernière, il y a une thèse doctorale qui a été présentée à l'Université de Bordeaux. Je faisais partie du jury, c'était le docteur Jahadouni Sofian. Il a présenté le résultat de 50 cas de sportifs à lésions musculaires, tous, c'était rubiment presque tous, au niveau du marbre inférieur, toutes les lésions. La grande partie, grade 2 et 3. Le délai de reprise de sport, ça allait beaucoup plus vite. Ça ressemble beaucoup aux résultats qu'on a présentés nous en 2003. Et il y a des muscles qui vont plus vite que d'autres. Mais le plus important qui nous apprend cette thèse doctorale, c'est si on injecte juste après la lésion, avant le 10e jour,
le résultat est bien plus rapide, bien meilleur qu'après le 10e jour. Donc, il faut traiter les lésions musculaires en aigu, vite. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas de récidive. On n'a plus de récidive quand on traite le muscle du PRP. Merci. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Elle est tout à fait pédagogique, elle nous rend un petit peu moins ignorants. Moi, je voulais poser une question un petit peu particulière. Lorsqu'on pose l'indication d'injection de PRP, on s'adresse à une cicatrisation qui est pathologique, c'est-à-dire qui ne se fait pas. Or, vous nous avez expliqué la physiopathologie, le mécanisme d'action sur une cicatrisation physiologique, mais l'indication des injections, c'est lorsque ça ne se passe pas bien. Donc, quelle est l'action exacte de l'injection de PRP lorsque cette cicatrisation ne démarre pas ou n'est pas assez constructive? Ça dépend des tissus, ça. Au niveau d'un tendon. Par exemple, un tendon ou un muscle, en fait. On change l'ambiance biologique de l'endroit. Il y a plusieurs mécanismes d'action. On n'a rien inventé. Tout ça, c'est inventé par la nature. Quand il se produit une lésion, une fracture ou une lésion d'un tendon, ça saigne. Il se produit un caillot. À partir du caillot, il y a la réparation du tissu qui commence. Si ça s'arrête, c'est que les signaux cellulaires n'arrivent pas bien. Alors, il faut mettre plus de signaux, il faut stimuler les cellules saines autour, qu'elles se multiplient, qu'elles migrent, qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent vers le point de la lésion. Et puis, il y a une modulation complète de tous les mécanismes de cicatrisation, de toutes les étapes. Ce n'est pas une action ponctuelle. Le facteur de croissance fait ça, non, c'est un cocktail de facteurs qui agissent sur toutes les étapes de la cicatrisation. Alors, surtout dans les lésions chroniques, il y a une angiogénèse très importante qui se produit. Avec les néovaisseaux, il y a les péricytes qui vont avec eux, qui vont arriver au niveau de la lésion, des cellules souches, tout ça. Et ce changement d'ambiance, ça produit c'est ça qui induit la cicatrisation. Il y a même une marche arrière. On peut avoir une fibrose et après l'injection de plasma, avoir moins de fibrose. Avoir un effet antifibrotique, par exemple, parce qu'il y a une marche arrière de tous les mécanismes. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y a des questions, des doutes, des énigmes encore? Il n'y a que des énigmes, de toute façon. Merci. Vous nous avez dit que dans le cas d'une lésion musculaire, il fallait intervenir le plus rapidement possible. Or, quand il y a un hématome qui se constitue, on ne fait pas l'échographie trop rapidement, on attend qu'il se draine, en fait, pour ponctionner. Donc, on a un laps de temps qui va être très, très court entre la ponction de l'hématome, la décision de faire l'échographie et puis l'intervention avec le PRP. C'est une véritable course contre la montre. Non, quand même pas. Non. Non, il faut pas aller sur le terrain puis injecter la même. Non, il faut pas attendre. Ce que je veux dire avec ça, il ne faut pas attendre s'il va bien, je n'injecte pas. S'il ne va pas bien, 15 jours après, j'injecte. Là, on perd l'efficacité du PRP. Il faut une lésion musculaire. Moi, je ne vois jamais en urgence les sportifs. Ils viennent le lendemain ou 2 jours après. Là, on fait l'échographie, on fait le diagnostic. Il n'y a pas toujours l'hématome. Parfois, il n'y a pas une collection liquide. S'il y en a, il faut la vider. Et s'il n'y en a pas, on injecte au niveau de la lésion tout autour. Oui, j'ai bien compris, mais le temps pour que l'hématome se collecte bien, c'est quand même parfois quelques jours. Quelques heures. Quelques jours. Ben oui, mais non, mais si on injecte avant, ça dépend de la lésion. Il y a la lésion myofaciale où on a très vite un hématome, un gros hématome, qui ne veut pas dire que la lésion est importante, le volume de l'hématome. Parfois, ça saigne beaucoup, avec une lésion musculaire pas trop importante. Mais si on injecte avant qui se constitue la collection liquide, c'est encore mieux. On met du fibrinogène et de la fibrine, ça va saigner moins. Et on aura un hématome moins important. Il faut injecter, si on peut, l'un des 2 premiers jours après la lésion. Oui.
Merci pour votre présentation. Et c'est pour une information, la fracture ou les plaies chroniques de la mamie de 93 ans ou de 90 ans, qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce que je n'ai pas vu la conclusion. Non, je n'ai pas montré le cas. Oui. Je montrais seulement pour expliquer que c'était une ulcère chronique. Oui, mais est-ce qu'elle est guérie? Oui, elle avait elle a guéri, ouais. Elle est morte, la pauvre, ça fait des années déjà. Mais elle a guéri. Donc elle est guérie. Oui, ça fait 7-8 ans ce cas-là. Ouais, enfin, alors, non, le plus important de ce cas, c'est une fracture banale de cheville. Et elle a eu ça, cette ulcère, quand ils ont enlevé le plâtre. Et ils ont essayé de soigner l'ulcère avec des méthodes classiques. Ils n'ont pas réussi. Ils ont posé l'indication d'amputation du pied parce qu'elle ne marchait pas, la pauvre. Alors, elle est venue nous voir. On a mis du plasma plusieurs fois. On a eu ce résultat. C'était simplement pour expliquer, ce n'est pas pour parler de la fracture de la cheville, mais pour expliquer qu'il faut répéter les applications quand on a une lésion chronique. Oui. J'avais bien compris, mais c'était pour voir le résultat. Deuxième question ou information. Si j'ai bien compris, les injections, sauf au niveau musculaire, elles se font, du point de vue tendon et du point de vue périphérique, elles se font dans la ponévrose et dans le comment dirais-je, péritendon, c'est-à-dire la membrane synoviale. De la synoviale. Ouais, il faut stimuler les cellules. Au niveau des membranes synoviales, il y a des cellules souches, et il y a des cellules saines, et il y a une synthèse accrue de protéines par la membrane synoviale. Et là, il y en a d'autres qui vont parler de tendons, mais moi j'injecte au niveau de la tendinopathie, au niveau du tendon stem autour et au niveau de la gaine synoviale. Parce que ça m'intéresse de stimuler la gaine synoviale aussi. Juste, je voulais finir par une autre question, parce que je pense que votre première interrogation, elle est vraiment cruciale. C'est-à-dire, pourquoi, quels sont les critères d'injection et quels sont les critères thérapeutiques, à savoir, injecter, c'est lorsque la cicatrisation naturelle ne se fait pas bien. Donc, est-ce que vous définissez des critères histologiques, des critères cliniques ou tout simplement des critères temporels, de dire, voilà, au bout de tant de temps, il n'y a pas de mieux, donc on prend la décision thérapeutique de recourir au PRP? Non, mais pourquoi il faut attendre un mauvais résultat pour commencer à traiter avec un PRP? Justement, je vous pose la question. Dans le pourquoi, les critères, c'est pour cicatriser ou parce qu'il y a un processus? Non, parce que tout va plus vite. Hein. D'accord. Quand il y a toutes les phases, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais toutes les étapes de cicatrisation, depuis la nécrose, l'étape anti-inflammatoire, l'étape de multiplication cellulaire, puis la remodélisation du tissu, tout ça, ça se raccourcit, parce qu'il y a beaucoup plus de cellules qui sont stimulées à la fois. Et qu'on enlève, on raccourcit surtout la phase inflammatoire, en enlevant les leucocytes. En concentrant les plaquettes, on raccourcit beaucoup la phase inflammatoire. Donc ce sont des indications qui peuvent être systématiques pour une lésion sévère, quoi. Mais sans attendre un processus je dirais, physiologique naturel. Voilà, parce que ce n'est pas un médicament, ça. D'accord. Si ça saigne, c'est le sang qui guérit. La seule chose qu'on fait, c'est enlever les globules rouges, les globules blancs du sang. Mais s'il y a une fracture, le saignement se produit immédiatement. Il y a le caillot qui se forme tout de suite. Et là, au niveau de l'os, ça va aller plus vite. Mais là, par exemple, si on a une pseudo-arthrose, là, on injecte. S'il y a un malade qui vient avec un diagnostic de retard de consolidation d'une fracture, j'injecte pour stimuler ça, pour que ça aille plus vite. J'attends pas une complication pour traiter la complication. On le fait aussi, parce que s'il y a des malades qui viennent. Mais mon indication, c'est en aigu, c'est les cas aigus. Merci beaucoup. Il y a une autre question là-bas au fond. Il y a une question. Ouais. Je voudrais poser une question que je n'ai pas bien compris. Quand vous avez une lésion musculaire, en fait, vous ne faites pas le diagnostic de lésion musculaire. Que ce soit une élongation, que ce soit un claquage, etc. Parce que vous faites systématiquement à J2, J3, vous injectez sans trop savoir si ça va être une lésion importante ou pas.
C'est la Non, première. non, 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 pas du tout. Je Si sais c'est pas. une élongation, je n'éjecte pas. De toute façon, je ne vois pas le malade si c'est une élongation. Non, non, mais vous dites que vous injectez à J2. Je veux dire, à J2, la plupart du temps, l'échographie, elle n'est pas fiable. Donc, On je suis un fait petit toujours peu une étonné. IRM, on fait toujours comme diagnostic une IRM, et on fait le suivi avec l'échographie. Ok. À J2, quand il y a une lésion musculaire, on voit un œdème à l'IRM. On voit si c'est une lésion musculaire vraie ou si c'est pas un, comment on dit Si, mais vous aviez parlé que d'échographie, c'est pour ça, je vous prie de m'excuser. Non, non, mais de toute façon, il y a le médecin du sport il y a un claquage, un sportif qui se claque. Ils mettent de la glace et tout ça. Le lendemain, au moins chez nous, ils font toujours une IRM. Et quand je vois le malade, j'aimerais le voir le même jour. Parce que si cliniquement il va pas bien, ce sportif de haut niveau, tout ça, j'injecterai même sans avoir un vrai diagnostic de lésion musculaire grave. Parce que ça va beaucoup plus vite, tout. Donc, j'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Au niveau rythme, vous n'avez pas vraiment donné le rythme d'injection. Ça m'intéresse pour savoir. Et troisièmement, est-ce que vous injectez toujours sous échographie ou vous pouvez le faire sans échographie? Et, bon, je fais chaque semaine, je pense que je l'ai dit, non? Une semaine après, on revoit le malade, on refait l'écho, si, je parle de ça. S'il avait mal ou si l'image n'est pas bonne, on remet du plasma. Si le malade il est bien, il n'a pas mal, et l'image va plus tard que la clinique, et l'image n'est pas trop mal, on arrête. Et on attend une semaine de plus. Et l'autre question, c'était toujours sous échographie, parce qu'on ne sait jamais où est la pointe de l'aiguille. Tout au début, surtout au niveau des tendons, on faisait l'essai d'injecter comme ça et faire une écho après au radiologue. Le plasma, il était presque jamais où on croyait qu'il était. Et au niveau des muscles, il y a beaucoup de vaisseaux. Je n'ai pas envie de faire une injection du PRP intravasculaire. D'accord. Donc je peux juste spécifier quelque chose. Moi, j'ai une petite expérience, j'en ai fait environ 150, et surtout sur des épicondylites, où j'injecte 2 cm3, donc 10 points, avec 0,2 cm3 à chaque point. Et je pense sincèrement qu'il est inutile de faire une échographie, ce qui augmente le prix, et qu'il faut vraiment ne pas avoir du tout d'expérience pour louper une insertion d'épicondylite quand on fait 10 points. C'est mon impression. Bon, mais moi, je ferai une chose. Vous pouvez essayer. Une échographie, c'est pas cher parce qu'on n'a pas besoin pour injecter une épicondylite diagnostiquée, on n'a pas besoin du radiologue là. On le fait nous-mêmes. Et c'est pas cher, ça fait une échographie. Mais essayez une chose. Injectez le PRP, faire une écho après. Et faites une échographie après. Et vous allez voir la quantité de produit qui est en dehors de la lésion. Et vous ne savez pas, parce que ma théorie, c'est ma théorie, on verra dans les années suivantes. Et tout ça, ça peut changer, évidemment, parce qu'on connaît très peu de choses sur les PRP. Mais il faut stimuler la partie saine autour pour stimuler les cellules saines. Et la gaine synoviale, l'épicondylite, c'est peut-être le plus facile tendon à injecter, sans échographie, mais on ne sait pas toujours où est la pointe de l'aiguille. Mais Merci. au niveau des tendons d'Achille, tendon rotulien, ça, on loupe beaucoup d'injections. Une dernière question, puis on va passer au... Oui, merci. Vous avez autant d'efficacité sur les lésions tendineuses que les lésions musculaires? On va parler des lésions tendineuses après. J'ai meilleur résultat sur les muscles. Le muscle, c'est le meilleur résultat de tous, le plus vite, le plus rapide. Merci, Mickaël. Merci beaucoup déjà de t'exprimer remarquablement bien en français. Si je peux faire un résumé, on a compris qu'il y avait quand même différents types de PRP, qu'il y avait des patients aussi qui ne répondaient pas au PRP, qu'on ne pouvait pas forcément le savoir, qu'il fallait peut-être avoir des classifications biologiques pour le mieux les déterminer, que dans des indications d'injection musculaire, quand même, tu recommandes l'IRM, évidemment, avant d'aller injecter, et puis évidemment l'échographie pour savoir où tu injectes, ce qui semble être important.